Si la haute fonction publique n'est pas compétente, il faut virer Macron. Parce que c'est l'archétype de la fonction publique. Gérer un pays, ça n'est pas gérer une entreprise. Ça, c'est de la forfaiture. Monsieur Macron devrait être en prison, c'est de la trahison. C'est de la haute trahison. Les Français, on a bâti un système de faux semblants. C'était les élections, c'était une série de faux semblants, ça changeait rien. Et on l'a bien vu quand, par exemple, les Français ont voté contre Maastricht, je crois, lors du référendum. Et on leur a dit, ben, vous avez mal voté. Et on a fait venir tous ces bons à rien qui avaient été élus et qui, en grand congrès, ont fait passer la Constitution européenne sous le nom de traité de Lisbonne. Donc, si vous voulez, ça fait 50 ans que, quoi que les Français disent, on ne s'y intéresse pas. La classe au pouvoir dit, je continuerai à faire ce que j'ai toujours fait parce que je suis plus malin que vous. Donc, ben, ça veut dire que ça fait un petit moment que la France n'est plus une démocratie et que comme disait ce brave Coluche, si les élections servaient à quelque chose, il y a longtemps qu'ils les auraient interdites. Donc, ben voilà, à quoi ça sert de voter si c'est pour voter toujours pour le même? Et vous pensez donc, pour revenir à ce sujet de l'abstention, que les Français vont davantage se mobiliser pour le second tour? Alors là, c'est la grande question, parce que c'est ça qui doit donner des cauchemars à ce bon monsieur Macron. Parce que il me remonte d'un peu partout, avec les amis que j'ai en province, et qui sont pas que des amis d'ailleurs, qui sont des gens que je connais, plutôt en province qu'à Paris d'ailleurs, le raisonnement suivant, c'est, là, beaucoup de gens m'ont dit, je n'irai pas voter au premier tour parce que l'offre ne me satisfait pas, il y a personne qui me satisfasse, très bien. Mais par contre, j'irai voter au deuxième tour parce que je voterai tout sauf Macron. Qui que ce soit, j'irai au deuxième tour. Il y aura un vote, donc barrage. Il y aura un vote barrage en disant droite, mais à Macron. À Macron, en disant, ce type est l'antithèse de ce qu'il nous faut pour ce pays. Donc, on va voter contre lui. Et c'est pas un vote qui s'appuie sur un programme. C'est un vote qui s'appuie sur une personnalité. C'est-à-dire que j'ai 78 balais, je n'ai jamais vu un homme politique aussi haï que cet homme. Il est haï par la population partout. Et de droite et de gauche, si vous voulez Et donc, bah oui, je me dis, bah, peut-être il va y avoir. Donc il faut surveiller la participation au deuxième tour. Si par hasard elle est beaucoup plus forte, ça voudrait peut-être dire quelque chose. Je me souviens que dans une vie médiatique antérieure, je vous avais reçu dans le cadre d'une émission qui avait fait beaucoup parler, beaucoup jaser, puisque je reçois encore l'extrait en question plusieurs années après, puisque via Internet, tous les pays peuvent accéder à cette émission. Et donc j'avais reçu donc encore récemment depuis le Liban ce passage dans lequel vous disiez que Macron pour vous était bête. Est-ce que vous pensez qu'il est toujours aussi bête? Il l'a toujours été. Vous le rediriez ça aujourd'hui? Sans aucun problème. Parce que pour moi, qui ai été dans les affaires toute ma vie, et dans la considération du politique, parce que dans mon métier, c'est important de savoir ce que font les politiques, c'est quand vous avez un homme très brillant qui se met à la tête d'une entreprise, s'il est vraiment très brillant, il va s'entourer de gens plus intelligents que lui. Si c'est un moment, on l'a pas assez aimé, ou s'il a des problèmes psychologiques, il va s'entourer de crétins pour pouvoir les traîner dans la boue. Et Macron fait partie de ces dirigeants. Dans le deuxième cas, d'ailleurs, quand vous avez une entreprise où le type très brillant s'entoure de crétins, l'entreprise se viande 4 ou 5 ans après. C'est toujours la même chose. Macron se donne un mal de chien pour être entouré de nuls. Et vous les voyez, enfin je veux dire tous les ministres, quand je pense à la qualité des ministres qu'il y avait sous De Gaulle ou Pompidou, même sous Giscard, c'était quand même autre chose. Si vous voulez, quand vous aviez un monsieur Barre comme Premier ministre, c'était quand même autre chose que le guignol qu'on a aujourd'hui. Donc. Et vous diriez que c'est qu'à l'échelle d'Emmanuel Macron, ou c'est de manière générale, la qualité, j'allais dire, du casting politique a diminué en qualité? Ben, ça a diminué en qualité pour une raison assez simple, c'est que je voudrais l'expliquer aussi simplement que je peux, c'est que dans l'organisation des partis politiques, je crois que c'est le Parti socialiste, après toutes les affaires un peu douteuses dans lesquelles ils avaient été enfoncés au début des années Mitterrand, on a voté un financement public des partis politiques. Vous savez, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus à aller chercher l'argent des gens en faisant vaguement ce qu'on leur demande, mais ils touchent quelque chose. Et ce financement des partis politiques est distribué par le président. Donc, vous êtes Chirac, vous recevez tout le pognon pour le RPR, ce qui à l'époque était beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez éliminer d'abord tous ceux qui pourraient vous faire de l'ombre. Et donc, si après 3 ou 4 générations où tous les types qui touchent le pognon éliminent tous ceux qui auraient une chance de les remplacer parce qu'ils sont un peu plus brillants, à l'arrivée, vous n'avez plus que des nuls, quoi. C'est dans le fond, le système politique en français, c'est l'anti-darwinisme. C'est les plus crétins qui survivent. Alors Charles Gave, nous sommes donc pile poil à l'heure donc où cette émission donc est diffusée à 8 jours donc du second tour de ce 24 avril tant attendu. Je voudrais maintenant revenir avec vous sur cette campagne donc qui touche à sa fin et sur le résultat de ce premier tour de l'élection qui se conclura donc, on le redit, comme il y a 5 ans, donc par un duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Mercredi prochain aura lieu le débat. J'ai envie de commencer par vous demander dans 2 jours.
comment dans 3 jours, là, ce mercredi, là. J'ai envie de commencer par vous demander très simplement quel bilan vous faites, vous et Charles Gave, de cette campagne et du premier tour de cette élection présidentielle. Le bilan que je fais... Vous aviez soutenu un candidat lors de cette présidentielle? Oui, j'avais soutenu au départ, j'ai soutenu Éric Zemmour. Ouais, alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, il y a eu un petit loupé. Là, bon, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que je lui avais dit, je me mets à votre disposition. Donc c'était pendant l'été. Oui, c'était ça, l'été précédent, le début de la campagne, là. Donc l'été dernier. Et il m'a dit merci beaucoup. Puis il m'a téléphoné quelques temps après en me disant, j'ai besoin d'argent pour lancer ma campagne. Je lui ai dit, je vous en envoie un peu. Je lui ai envoyé de l'argent. Et puis, vous l'aviez aidé, donc financièrement. Je l'ai aidé financièrement. Et puis, je m'attendais à ce que peut-être on sollicite mon avis, ce qui n'était pas complètement idiot. J'ai créé j'ai 1000 clients dans 65 pays. J'ai créé 2 ou 3 fois, j'ai créé une société de gestion en Londres qui gérait 10 milliards de dollars que j'ai bien vendu. Avant ça, j'avais créé la première société de recherche sur l'allocation d'actifs en 73. Donc, si vous voulez, je connais du monde et puis j'avais peut-être des idées sur ce qu'il fallait faire. Et puis, je suis tombé dans un grand trou noir. Personne ne s'intéressait aux maigres idées que j'aurais pu avoir. Et donc, au bout d'un certain temps, j'ai dit, je sors d'une campagne dans laquelle... Vous voulez dire qu'on a seulement pris votre argent et qu'on vous a pas sollicité? Non, rien du tout. Par la suite. Rien du tout. Et donc, j'ai dit, je sors d'une campagne dans laquelle je suis jamais rentré, quoi. Je suis pas d'un naturel patient. Et si on n'a pas besoin de moi, j'ai plein de choses à faire dans ma vie, hein. Vous savez, je dis toujours, vivement que je prenne ma retraite, hein. J'ai 78 balais, c'est pas demain la veille, mais... Donc ça, c'était au début. Donc finalement, à la suite de ça, donc vous avez... J'ai décidé d'arrêter le soutien, mais ça veut pas dire que je pense que j'ai le plus grand respect pour Éric Zemmour, parce qu'il a eu 2 qualités immenses. D'abord, il a un courage physique incroyable. Il a pas peur. C'est ce qui est assez étonnant dans ce monde, où tout le monde a peur. Et la deuxième chose, c'est qu'il a libéré la parole. C'est-à-dire que j'ai beaucoup écrit à mes clients que celui qui contrôlait le logos, vous savez, c'était le truc des Grecs, celui qui contrôle le langage, contrôle l'État et contrôle la ville, la cité. Et donc j'ai dit, il a réouvert le logos. Il y avait un certain nombre de mots qu'on n'avait plus le droit de dire, et que d'un seul coup, avec Zemmour, on a eu le droit de dire à nouveau. Comme la France, la chrétienté, des choses comme ça. C'était des mots qui avaient disparu du vocabulaire. Des gens qui commentent, de la classe jacassière, comme disait Barre. En fait, en France, on a un État qui a été capturé par une espèce d'élite technocratique qui s'auto-génère et qui gère la France à son profit. J'ai quelques amis qui ont été dans la politique ou la haute administration, et quand je leur dis que ça va pas du tout, ils me disent « Mais Charles, t'es complètement idiot, ça n'a jamais été aussi bien pour nous. Jamais on a autant pété dans la soie. » Donc pour eux, cette classe, ceux qui nous ont amené Macron au pouvoir, ils s'en mettent plein les fouilles. Ils ont jamais été aussi riches. Quand j'étais enfant, un haut fonctionnaire, je sais pas, un Guillaume, celui qui faisait la politique énergétique de la France avec De Gaulle, c'était un homme, si vous voulez, qui a dû terminer pauvre dans une petite ville du sud de la France où il avait pris sa retraite. Il était hors de question qu'un haut fonctionnaire s'enrichisse. Ça n'existait pas. Et en l'espace de 40-50 ans, j'ai vu la haute fonction publique en France devenir complètement corrompue. Ce qui était un phénomène, mais complètement nouveau. Depuis Philippe le Bel, la France était gérée par des espèces de moines soldats, vous savez, les légistes, là, et qui ont porté la France, qui l'ont créé d'ailleurs, qui ont porté la France pendant 10 siècles, là. Et puis d'un seul coup, on a des crapules qui se servent, eux, à la place de servir. Alors, on va y revenir à Emmanuel Macron. Juste un instant pour revenir également sur Éric Zemmour. Donc, ce score à l'arrivée de 7%, un peu plus de 2 millions de voix, ça vous a pas trop surpris? Non, ça m'a pas trop surpris parce que c'est le score que fait à chaque fois le candidat identitaire. Il fait 8%. C'est-à-dire que la droite identitaire française classique fait 8%. Mais elle a peut-être un peu tendance à se surestimer parce que comme ils se voient beaucoup, ils parlent beaucoup, ils sont beaucoup dans les journaux, ils s'imaginent que ils représentent la France. Non, ils représentent la droite identitaire française qui est... Bon, c'est très bien, il en faut une, elle fait partie de la droite, mais c'est pas le courant dominant. En tout cas, ils faisaient des cartons d'audience télévisuels. 8% de la population, ça fait du monde. Donc ils sont d'accord pour aller écouter les autres identitaires. La beauté du vote, c'est que vous votez, vous vous trompez, la fois d'après, vous changez, si vous pouvez. Avec Hitler, ça n'a pas marché, vous n'avez pas pu voter une deuxième fois. Mais vous pouvez changer, c'est pour ça que la démocratie directe marche en Suisse, c'est qu'il se trompe une fois, puis la fois d'après, il corrige. Parce que si vous élisez un animal comme Macron avec une idée stupide sur l'Europe, il va continuer qu'il ait raison ou qu'il ait tort. Donc vous pouvez le changer, il faut 5 ans, etc., c'est très difficile de le changer. Donc la vérité est quelque chose de très difficile à porter, très difficile à énoncer. D'abord parce qu'il faut que vous en soyez vous-même convaincu. Et moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que la vérité, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la possibilité de s'en rapprocher en discutant entre gens qui sont prêts à discuter. Mais il y en a très peu. Il y a très peu de gens qui acceptent la contradiction. Il y a très peu de gens qui se disent, ce gars-là, il va peut-être m'apprendre quelque chose. Donc, vous avez l'air de penser que le but dans la vie,
c'est de gagner aux élections. Mais non. Le but dans la vie, c'est d'être honnête, d'avoir une vie honorable, et de dire ce que vous pensez. Et si les autres n'y font pas attention, eh ben c'est tant pis. Mais il n'y a pas de raison. Vous savez ce que disait Solzhenitsyn, qui était un grand homme, dans son discours sur le courage à Harvard? Il disait, en tout cas, quand il y a un mensonge commun qui se met en place, vous devez prendre la décision que ça ne passe jamais par votre bouche. Vous pouvez vous taire si c'est dangereux de parler, mais vous ne pouvez pas le relayer. Vous ne pouvez pas avoir une participation active dans le relais du mensonge. Or, c'est ce qu'ils font tous. Ils savent que c'est faux, ils savent que c'est une saloperie, et ils le relaient et ils le poussent. Parce qu'ils pensent que ça va leur permettre de gagner le pouvoir politique. C'est ce qu'on appelle la démagogie. Ces gens-là sont les gens les plus démagogues que j'ai jamais connus. Et Macron en est l'expression totale. En même temps, il n'y a pas d'expression plus démagogique qu'en même temps. En même temps, ça veut dire je ne prendrai pas de décision. C'est la méthode Cueil de gouvernement. Il n'y a pas de problème qui ne soit pas résolu si on attend suffisamment longtemps. Eh ben, c'est pas vrai. Alors en tout cas, l'offre du second tour, elle est claire. On le disait, donc même si en effet ça peut être contesté à bien d'autres égards, en tout cas il y a une offre qui est plutôt mondialiste, qui est celle représentée non, par... il y a une offre de ceux qui sont toujours trompés, qui ont toujours gouverné contre les intérêts de la France. Et ceux qui n'ont jamais accédé au pouvoir. Et ceux qui n'ont jamais accédé au pouvoir. C'est pas les mondialistes contre les... C'est ceux qui ont mené le pouvoir à la France à sa perte. C'est en quelque sorte une offre des pétainistes contre les gaullistes en 42. C'est ça, on n'a rien à faire. On a des gens qui ont exercé le pouvoir à notre détriment et des gens qui ne l'ont pas exercé. Ben, si vous continuez à vouloir choisir des gens qui ont exercé le pouvoir à votre détriment depuis 50 ans, la France est foutue. Faut pas se tromper. Donc là, c'est clair, vous appelez à donc voter pour ceux qui n'ont pas encore accédé au pouvoir et qui n'ont pas fait montre encore de leur compétence. Vous savez ce que disait Milton Friedman, qui me faisait rigoler? Il disait alors, les démocrates disent que la solution c'est le gouvernement, c'est l'État. Les républicains disent que l'État c'est le problème. Et dès qu'ils sont élus, les républicains, ils prouvent immédiatement qu'en effet, l'État ça ne marche pas. Ce qui m'a toujours fait rigoler parce que c'est exactement comme ça se passe. Donc, je vais voter pour Marine Le Pen. Et ce que je cherche en votant pour Marine Le Pen, c'est de me débarrasser de cette classe de sangsues, mais j'en attends pas des miracles. Mais par contre, le but essentiel, c'est pas qu'elle va redresser la situation chez elle, c'est qu'on va se débarrasser, comme on s'est débarrassé des pétainistes pendant la guerre. D'ailleurs, c'est ce que disait Guillaume Bigot, donc il y a peu, dans cette émission, vous allez voter pour, en quelque sorte, par effet miroir, faire barrage à Macron. Là où d'autres vont voter pour Macron, faire barrage à Le Pen. Parce que la seule façon de sauver ce pays... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne vote pour un candidat pour lui, mais vote pour un candidat contre un autre candidat. Contre un autre candidat. Et ceux qui votent pour Macron, je prétends qu'ils votent parce qu'ils ont peur. Parce que Macron leur a distribué... Et ils ont tort d'avoir peur, selon vous. Ben, ils ont tort d'avoir peur parce que vivre dans la peur, c'est ne pas vivre. C'est-à-dire, si vous vivez en ayant peur tout le temps, mon Dieu, vous ne faites jamais rien. Comme le disait, qui avait dit ça? Je crois que c'était un politicien suisse, il disait, le danger dans la vie, c'est pas le bruit de bottes, c'est le glissement feutré des pantoufles. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui, on a un glissement feutré des pantoufles qui vote massivement pour Macron. C'est le vote des Charentaises. C'est les vieux, c'est effrayant. C'est effrayant. Vous avez dû connaître au cours de votre carrière... non. Je déteste tous ces milieux des consultants. Parce que moi... Vous avez côtoyé, approché? Bien sûr, mais moi je les vois, plus je suis content. Pourquoi? Parce que ils font de l'argent sur le domaine public. Ils vont voir l'État, et les prix qu'ils prennent l'État. Moi, j'ai mis... Mais l'État dit que c'est parce que les compétences, ils ne les ont pas, hein, beaucoup. D'ailleurs, c'est assez vexant pour la fonction publique et la haute fonction publique. Ben, si la haute fonction publique n'est pas compétente, il faut virer Macron. Parce que c'est l'archétype de la fonction publique. Inspecteur des finances, on fait pas mieux. Si ce type est incompétent, ça veut dire que tous les inspecteurs des finances sont incompétents, ça veut dire que tous les conseillers d'État sont incompétents, et surtout qu'on les vire tous, et qu'on trouve une autre façon de les former. Mais gérer un pays, ça n'est pas gérer une entreprise. Et puis en plus, ce cabinet de consulting, il est américain. Et puis en plus, c'est une émanation de la CIA, tout le monde le sait. C'est-à-dire que toutes les informations de McKinsey passent automatiquement au gouvernement américain, instantanément. Et ça, c'est par rapport à la souveraineté, la sécurité nationale, c'est un problème? Évidemment, c'est un problème. À partir du moment où le gouvernement américain, par exemple, quand le gouvernement américain est autorisé par Macron à racheter les turbines nucléaires qui faisaient la force de frappe française et les centrales nucléaires françaises, eh ben, ça veut dire que maintenant, si on veut, par exemple, mettre un sous-marin nucléaire en mer, il faut demander la permission à General Electric, donc aux États-Unis. Mais ça, c'est de la forfaiture. Monsieur Macron devrait être en prison. C'est de la trahison. C'est de la haute trahison. Autrefois, ça aurait été contre le mur. Et alors, pardon de revenir à cette actualité brûlante donc de la campagne présidentielle, puisque évidemment, la question c'est de savoir si
Marine Le Pen sur le papier, d'après les derniers sondages, en tout cas, il y en avait même un le soir du premier tour qui disait que Marine Le Pen était à 49% et Macron à 51%, donc ça va jouer peut-être dans un mouchoir de poche. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes qui sont peut-être tentées de mettre ce bulletin dans l'urne, mais qui sont par on va dire les influences de ces médias? C'est assez simple, je vais leur dire un seul truc. C'est que... un crime. Non, d'abord, la réalité est assez simple, c'est si vous vivez mieux qu'il y a 1 an, qu'il y a 3 ans, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 7 ans, qu'il y a 10 ans, votez Macron. Il va vous amener ça ira de mieux en mieux pour lui et de moins en moins bien pour vous. Si vous trouvez que vos enfants, qui sont tous obligés d'aller travailler à Londres aujourd'hui, si vous trouvez que votre niveau de vie a baissé, si vous trouvez que quand vous arrivez à Roissy, vous avez l'impression d'arriver dans un pays du tiers-monde tellement c'est crasseux et rien ne marche, alors que quand vous allez dans les aéroports en Asie, ils sont tous splendides et ils marchent très bien, et ils ont le même âge. Donc si vous avez l'impression que la France est en train de partir en quenouille, ne votez pas. Et si le type vous dit, si vous votez pas, ça va, si vous votez pas pour moi, ça va être un désastre, c'est le vieux truc de l'incompétent, dit c'est moi ou le chaos. Ça ne sera pas le chaos. Ça sera la libération. Vous savez, dans un pays, vous avez 3 niveaux. Vous avez le peuple, vous avez la fonction administrative pour gérer l'État, et vous avez la fonction politique. La fonction politique, c'est le gars qui est chargé d'être foudroyé s'il se trompe. C'est Pétain. Allez, vous voyez, il est foudroyé s'il se trompe, bon, c'est très bien. C'est comme ça que ça va être. Mais depuis Giscard, la fonction administrative a complètement pris le contrôle de la fonction politique. Donc nous n'avons plus de fonction politique en France. Il n'y a plus un gars dont le rôle sera d'être foudroyé s'il se trompe. Donc je réclamerai, si je suis ministre des Finances, ou je sais pas quoi, je réclamerai la sanction. Si je me trompe, je suis foudroyé. Or tous, ils n'ont qu'une idée, c'est de ne pas être foudroyé. Ce qui fait la noblesse du métier de politique, c'est que le général qui perdait une bataille pendant la Révolution française, il rentrait à Paris, on lui coupait la tête. Ça donnait du moral aux autres. Donc, mais c'est assez radical, mais il faut que la fonction politique, celui qui se trompe, soit exécuté, enfin, débarqué. Or, ça fait 50 ans qu'on voit les mêmes têtes. On est à quelques jours, je le disais, du débat de cet entre-deux tours, donc qui aura lieu, a priori. On avait beaucoup critiqué Marine Le Pen sur son précédent débat. Elle avait du mal, parce qu'elle se présentait avec des idées contre un gars qui n'avait jamais rien fait. Enfin, soi-disant, il avait été dans les... il avait quand même été il n'avait pas été celui qui doit être foudroyé. Mais maintenant, à mon avis, le débat va être très facile. Elle peut lui poser des questions sur... je sais pas, Alstom, ou bien pourquoi il a continué à fermer des hôpitaux. C'est un scandale pour vous, Alstom, oui. C'est un scandale d'État. C'est un scandale d'État, c'est un truc, normalement, si vous voulez, on voit très bien que il y a eu quelque chose comme 600 millions, je crois, d'euros qui ont été distribués de commission, au moment où la vente d'Alstom, à des gens qui ensuite ont financé la campagne de Macron. C'est louche, non? C'est les mêmes. Mais ce que j'entends quand même, de manière générale, en même temps vous êtes économiste, donc c'est aussi, a priori, pas étonnant, mais... L'économie doit-elle toujours prendre le pas mais jamais de la vie sur le reste? Est-ce qu'on est un ministre de l'économie? Mais on n'a pas besoin d'un ministre de l'économie, on n'a pas besoin d'un ministre du commerce, on n'a pas besoin on a besoin de l'État, c'est celui c'est l'arbitre qui assure que tout le monde joue selon les mêmes règles. Mais un État qui va s'amuser... C'est pas forcément le plus intelligent, enfin celui qui a fait le plus d'études, comme vous dites, c'est celui qui donne les grands axes. Et puis, il faut pas oublier que l'État en lui-même, de nos jours, est quelque chose de, vous savez, les 3 étages, là, donc le peuple, l'administration et le politique. Gérer l'État, c'est un boulot à temps plein, parce que c'est très compliqué, l'État. Donc il faut des gars qui ont une mémoire de cheval, qui apprennent beaucoup, qui passent des concours et qui n'ont aucun caractère. C'est la caractéristique essentielle pour être qui sont contents d'être là. Mais en aucun cas, ces gars-là ne doivent faire la politique de la France. Si par exemple on décide de se lancer dans une nouvelle aventure nucléaire avec... à ce moment-là, c'est celui qui a pris cette décision, c'était De Gaulle. Il l'a pris au niveau politique, c'est pas l'État qui l'a pris, c'est De Gaulle qui l'a pris, et qui l'a imposé aux forces politiques en dessous. Donc encore une fois, quand on me dit l'État doit faire ceci, cela, l'État ça n'existe pas. L'État c'est des serviteurs qui doivent obéir. Donc si on leur dit on va faire une force nucléaire et s'ils sabotent, il faut pouvoir les virer, les renvoyer, je sais pas où, à Mayotte, finir leur carrière ou j'en sais rien, mais dans un endroit qui est pas très agréable. Donc encore une fois, il faut pas se tromper sur les mots. L'État n'a pas fait le système nucléaire français. Celui qui a fait le système nucléaire français, c'est De Gaulle. C'est un homme qui a pris sur lui le risque de se tromper. Donc encore une fois, l'État n'est pas omniscient. L'État est une brute complètement bête et qui peut aller dans une direction ou dans une autre. Et le rôle du politique, c'est de diriger cette brute. C'est pas d'en attendre des décisions. C'est complètement idiot. L'État, c'est une idole. Ça n'a aucun intérêt.
Charles Gave, est-ce que la France peut encore faire face à une nouvelle crise économique majeure que vous redoutez? Non. C'est pas très encourageant ce que vous nous dites là. Ben, si vous voulez, on n'a pas de... Mais non, on n'a pas. Puis en plus... On n'a aucun levier? Aucun. La dette, on l'a utilisée à fond. L'État, la dépense étatique, je veux dire, on est passé... C'est pas difficile, quand j'ai commencé dans ce métier en 71, l'État faisait 30% du PIB français, et en Suisse, c'était 30% aussi. Passe ma carrière. Aujourd'hui, l'État en France est à 62, et en Suisse, il est toujours à 30. Et le pouvoir d'achat des Suisses a quadruplé par rapport au pouvoir d'achat des Français. Donc, ce qui a fait la dégringolade de la France, c'est cette croissance perpétuelle de l'État, qui a cette qualité extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de création destructrice. C'est-à-dire que si l'État prend une mauvaise décision, finance quelque chose, comme il peut faire quand il a accès au financement public, il peut continuer à investir dans des saloperies dans lesquelles on va continuer à perdre tout ce qu'on veut. Tandis qu'une société, elle s'arrête parce qu'elle n'a plus de sous. Et elle libère ses travailleurs parce que voilà. Et donc, ce que je dis aux gens, c'est la seule politique sociale qui soit vraiment bien, c'est le plein emploi. Parce qu'à ce moment-là, si votre patron vous emmerde, vous vous en allez, vous créez une boîte, ou vous allez chez un autre. La préférence nationale, ça vous parle? Bon, c'est une grosse bêtise, on ne peut pas faire la préférence nationale sur le téléphone. Vous n'allez pas acheter, on va pas faire des iPads. On ne sait pas faire. Et puis ensuite, dans les iPads, ça vient de, je crois, 25 pays, tout ce qui rentre dans l'iPad. Donc avant qu'on soit capable de faire ça, si on laisse les Français se spécialiser dans ce dans quoi ils sont les meilleurs, eh ben, je vais vous annoncer une grande nouvelle. La rentabilité des affaires montera, l'emploi montera, et on n'aura pas besoin de préférence nationale. Il vaut peut-être mieux laisser les fabricants de cassoulet gagner du pognon que financer des start-up avec de l'argent qu'on verra jamais. Laissons les Français décider de là où ils sont les meilleurs. La réaction des marchés, beaucoup brandissent ça en... Ben, si vous voulez, il n'y a plus de marché. D'ici quelques temps, il n'y en aura plus. Il n'y a pas de marché pour les taux d'intérêt. C'est la Banque centrale qui décide. Il n'y a pas de marché sur le taux de change puisqu'on a l'euro. Et maintenant, on vient interdire le marché pour toutes les réserves russes en euros ou en dollars. Donc, vous vous rendez pas compte, mais cette puissance des États ne peut se maintenir qu'à condition de faire disparaître le marché. Donc, l'étape suivante, c'est le contrôle des changes, le contrôle des prix et le temps de concentration. Ça va toujours ensemble. C'est vers ça qu'on se dirige en France si on a M. Macron. Le camp de concentration, il nous a déjà mis un camp de concentration chez nous pendant je sais pas combien de mois. Je sais pas si vous vous souvenez. Dans les sanitaires, bien sûr. Non, mais attendez, mais c'est la même. Je vous signale que le contrôle sanitaire. Vous pensez qu'il va être établi? Mais c'est pas qu'on va être établi, c'est que vous allez, je l'ai ici sur mon téléphone. Et maintenant, chaque fois que je prendrai l'avion, il va falloir que je le montre. Et d'ici 2 ans, ou 2 mois, ou 6 mois, je sais pas, on me dira, Monsieur Gave, vous avez déjà allé 4 fois dans cette année aux États-Unis, c'est trop, vous dépensez trop d'énergie. Donc à partir de maintenant, vous restez en France. Donc le contrôle sanitaire, ça va servir de ticket de rationnement pour l'énergie. Temps de voter Macron pour faire barrage à l'extrême droite. Ça veut rien dire l'extrême droite. Il faudrait dire, dans le cas de Macron, l'extrême trahison. Quoi. Il faut faire barrage à l'extrême trahison. Moi, je préfère faire barrage à l'extrême trahison, le type qui est vendu, qu'à l'extrême droite. Dans les gens de l'extrême droite, il y a des gens qui doivent aimer ce pays, non? Et le président, il réussit pas à dire le mot France. C'est quand même incroyable. C'est le seul roi de France depuis 1500 ans qui n'aime pas ce pays. Il n'aime pas ce pays. Toutes ces déclarations montrent qu'il n'aime pas ce pays. C'est effrayant. Être gouverné par un gars qui n'aime pas ce qu'est la France. Ça me laisse pantois. Je sais pas si je suis heureux ou malheureux, mais je suis pas idiot. En tout cas, ceux qui voteront Macron sont idiots. Ils sont idiots parce qu'ils vont à l'endroit où la foudre a déjà frappé. Et eux, ils sont complètement idiots. Et ils pourront pas se plaindre. Bah écoutez, je voulais poursuivre cette émission, mais je considère que c'est un beau mot de la fin, donc on va, je pense, l'arrêter là. Donc ceux qui voteront Macron sont pour vous des idiots, puisqu'en gros on a le droit de se tromper une fois, mais pas deux. C'est ça que vous voulez dire? C'est ce qu'on dit toujours. Ce que je dis toujours, c'est disent les Américains, ils disent fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. C'est-à-dire trompez-moi une fois, c'est de votre faute. Trompez-moi 2 fois, c'est de la mienne. Donc Macron, il s'est présenté comme un très brillant sujet qui allait changer la France et tout il y a 5 ans. 5 ans après, on voit les résultats. Ben, si vous revotez pour lui, c'est que l'expérience ne vous apprend rien. Et donc vous êtes idiot. Dans cette vidéo que nous venons de suivre, Charles Gave, économiste et commentateur politique connu pour ses opinions tranchées sur la politique française, a critiqué sévèrement Emmanuel Macron, le président français. Il s'en est pris vivement à Emmanuel Macron, suggérant même que ses actions ou ses politiques pourraient justifier une sanction aussi sévère que la prison. Gave et Morillo ont également discuté du premier tour de l'élection présidentielle, des politiques de Macron,
et des alternatives proposées par d'autres candidats comme Éric Zemmour et Marine Le Pen. Ils ont examiné les implications économiques des différentes politiques proposées, le rôle de Le Pen dans la campagne présidentielle, ainsi que le référendum d'initiative populaire comme outil de changement. Charles Gueves, réputé pour sa clairvoyance économique et son franc-parler, n'a jamais mâché ses mots concernant les politiques publiques. Concernant Emmanuel Macron, son jugement a été particulièrement critique. Selon Gueves, les réformes mises en place par Macron ont été insuffisantes et n'ont pas répondu aux défis structurels auxquels l'économie française est confrontée. Malgré les promesses de Macron d'un « renouveau économique », Gueves a estimé que ce dernier s'est souvent contenté de demi-mesures qui n'ont pas réussi à résoudre les problèmes de fond. Gueves a critiqué en particulier la gestion par Macron des questions fiscales et de régulation économique. Selon lui, les réformes, bien que visibles, n'ont pas fondamentalement changé la situation. Il a dénoncé une politique économique axée sur le court terme et l'apparence, plutôt que sur des mesures audacieuses qui auraient pu revitaliser véritablement l'économie française. Pour Gueves, les changements opérés par Macron ont manqué de la profondeur nécessaire pour générer une véritable dynamique de croissance. La politique monétaire a été l'un des aspects majeurs de cette critique. Que pensez-vous des critiques de Charles Gueves sur Emmanuel Macron? Pensez-vous que les réformes de Macron sont suffisantes ou partagiez-vous l'avis de Gueves? Laissez vos réflexions dans les commentaires, nous sommes impatients de lire vos opinions.